Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Stago pour m'avoir invitée en tant qu'oratrice pour discuter du risque de thrombose associé aux thérapies hormonales, de l'évaluation à la prévention. Et plus précisément, on va discuter de comment est-ce que l'on pourrait mieux prévenir les thromboembolies veineuses qui sont associées aux œstroprogestatifs. Alors, j'aime toujours bien commencer mes présentations avec quelques données épidémiologiques que j'ai ajustées ici pour la France. Et donc, en fait, il faut savoir qu'en France, il y a plus de 5 millions de femmes qui vont utiliser un contraceptif oral combiné. Et il va y avoir 86% d'entre elles qui vont utiliser une pilule de deuxième génération, donc qui contient de l'éthényl-estradiol avec du lévonorgestrel, contre 14% qui vont opter pour une pilule de troisième ou de quatrième génération. Donc c'est une pilule qui contient de l'éthényl-estradiol avec entre autres du désogestrel, du dienogeste ou de la drospirénone. Alors l'incidence de thromboembolie veineuse associée à ces pilules, elle est bien connue et elle est de 5 à 7 cas par 10 000 femmes années pour les pilules de deuxième génération. Et on monte à 9 à 12 cas pour 10 000 femmes années pour les troisième et les quatrième générations. Et donc, en fait, sur base de ces chiffres, eh bien, on estime qu'en France, approximativement 3 à 4 000 thromboembolies veineuses sont associées à l'usage d'un contraceptif de type œstroprogestatif. Alors, pourquoi est-ce que les œstroprogestatifs, ils augmentent le risque de thrombose? Je pense que ça n'est une surprise pour personne, mais pour bien le comprendre, il faut prendre en compte la balance œstroprogestative. Autrement dit, le risque, en fait, il va dépendre d'une part de la puissance et de la dose du composé œstrogénique, mais ce risque, il va être modulé et contrebalancé par l'activité androgénique du progestatif associé. Donc, à l'heure actuelle, dans les pilules, on va retrouver 3 types d'œstrogènes. On va retrouver l'éthényl-estradiol, qui est le plus connu et qui est un dérivé synthétique. Et puis, on va retrouver les œstrogènes naturels avec l'estradiol ou l'estradiol valérate et l'estétrol. Et en fait, l'impact de ces œstrogènes au niveau hépatique et sur la synthèse des facteurs de la coagulation, eh bien, ça va dépendre de leur activité sur les récepteurs aux œstrogènes ER-alpha, membranaires et nucléaires. Et c'est ainsi que l'éthényl-estradiol, qui est le dérivé synthétique, eh bien, c'est le composé le plus puissant, parce que c'est un agoniste puissant, aussi bien au niveau des ER-alpha membranaires que des ER-alpha nucléaires. Ensuite, on va retrouver l'estradiol. Donc, l'estradiol, c'est l'œstrogène physiologique, qui, lui, il a évidemment une activité agoniste au niveau de ces récepteurs, donc que ce soit membranaire ou nucléaire. Et enfin, on va retrouver l'estétrol, qui lui, eh bien, c'est, on va dire, le moins puissant parmi ces 3 œstrogènes, parce qu'il a un profil qui est assez particulier. En fait, il va agir comme agoniste au niveau des récepteurs ER-alpha nucléaires, mais par contre, il va agir comme antagoniste au niveau des récepteurs ER-alpha membranaires. Alors, ensuite, il faut tenir compte de la deuxième molécule, à savoir le progestatif associé. Et en fait, eh bien, on va regarder à son activité androgénique. Et au plus l'activité androgénique du progestatif associé sera importante, au plus il sera capable de contrebalancer l'effet négatif de la molécule œstrogénique. Et donc, si on regarde ici le tableau avec tous les progestatifs, eh bien, on a le lévonorgestrel que l'on retrouve dans les pilules de deuxième génération, qui a l'activité androgénique la plus importante. Ensuite, on va retrouver le désogestrel ou le gestodène qui ont toujours une activité androgénique, mais celle-ci est plus faible. Et ensuite, on retrouve toute une série d'autres progestatifs qui, eux, ont une activité androgénique. Et donc, si on résume un petit peu ce que je viens de dire, eh bien, on constate en effet qu'au plus on augmente la dose d'éthényl-estradiol, par exemple, eh bien, au plus on a une augmentation du risque de thromboembolie veineuse, et au plus on diminue l'activité androgénique du progestatif associé, au plus on a également une augmentation du risque. Alors, maintenant, on va un petit peu discuter des guidelines actuelles. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Alors, quelles sont les recommandations de première prescription? Eh bien, à l'heure actuelle, en première intention,
on recommande la prescription d'une pilule de 2e génération, donc qui contient de l'éthénylestradiol avec du lévonorgestrel ou du norgestimate. Et s'il y a un haut risque vasculaire veineux, à ce moment-là, on recommande la prescription d'un progestatif seul, donc d'une mini-pilule. Alors, qu'est-ce que l'on considère comme haut risque vasculaire? Eh bien, un âge de plus de 35 ans ou un surpoids ou une obésité, combiné à un autre facteur de risque veineux. On considère comme une contre-indication une thrombophilie biologique connue, et on considère les antécédents familiaux au 1er degré de maladie thromboembolique avant 50 ans. Alors, ma première question face à ces recommandations, c'est qu'en est-il des œstroprogestatifs à base d'œstrogènes naturels qui sont sortis en 2009, 2011 et 2021? Alors, si on s'intéresse ici aux premières études, donc au Post-Authorization Safety Study, sur les 2 pilules à base d'œstradiol, donc qui sont Eudenomac et E2-dienogest, on constate tout d'abord que l'on a un risque ici qui est significativement plus faible lorsque l'on compare par rapport à toutes les autres pilules qui contiennent de l'éthénylestradiol, et que l'on a une tendance à avoir un risque plus faible lorsqu'on le compare au gold standard, à savoir l'éthénylestradiol, lévonorgestrel. Et ces résultats, ils ont été confirmés par une récente méta-analyse qui vient en plus tout juste d'être updatée, où on voit que les résultats sont maintenant statistiquement significatifs. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que lorsque l'on prend l'œstradiol comme référence, les pilules à base d'éthénylestradiol, quelles qu'elles soient, sont plus à risque que les pilules à base d'œstradiol. Et pareil, si on se concentre uniquement sur éthénylestradiol, lévonorgestrel, on voit également qu'il est plus à risque que les pilules à base d'œstradiol. Alors, si on s'intéresse maintenant aux bases de données de pharmacovigilance, donc on a soit la base de données EudraVigilance, soit la base de données FIRS, qui sont les bases officielles sur lesquelles on va rapporter des effets indésirables. Et donc ici, on s'intéresse aux événements thromboemboliques veineux. Qu'est-ce qu'on constate sur base de cela? Si on prend à nouveau l'éthénylestradiol, lévonorgestrel comme référence, on constate que les pilules à base d'un œstrogène naturel, pour ces pilules-là, le taux de reporting, il est significativement plus faible par rapport à l'éthénylestradiol. Donc on rapporte dans la vie réelle moins d'événements thromboemboliques avec ces pilules à base d'œstrogène naturel. Enfin, si on s'intéresse maintenant à un marqueur phénotypique du risque global de thromboembolie veineuse, on verra que les pilules à base d'œstrogène naturel ont également moins d'impact sur ce biomarqueur par rapport à l'éthénylestradiol. Alors, quel est ce biomarqueur? C'est le NAPCSR. Donc, c'est un biomarqueur qui va mesurer la résistance à la protéine C activée basée sur le potentiel de thrombine endogène. Et pourquoi on s'intéresse particulièrement à ce biomarqueur? Parce qu'on sait que les œstroprogestatifs, ils induisent une augmentation de la majeure partie des facteurs procoagulants, une diminution de certains facteurs anticoagulants tels que la protéine S et le TFPI, ce qui induit une résistance acquise à la protéine C activée. Et donc, si on regarde ici le graphique de génération de thrombine, on peut voir en rose, donc c'est une jeune fille qui est sous pilule, que sa génération de thrombine, elle va être augmentée dans les 2 situations, donc avec et sans ajout de protéine C activée par rapport à une population de référence. Et lorsque l'on normalise ces résultats, on obtient un NAPCSR qui va donner un score qui est compris entre 0 et 10. Et dans ce cas-ci, la jeune fille sous pilule, elle sort des ranges normaux allant de 0 à 3. Alors, si l'on regarde ici, le NAPCSR, il pourrait être utilisé comme un outil de prédiction du risque de thromboembolie veineuse. Et donc, si on s'intéresse à nouveau à nos œstrogènes naturels, on voit qu'ils ont ici un NAPCSR qui va être plus faible par rapport à toutes les autres pilules qui contiennent de l'éthénylestradiol, et notamment l'éthénylestradiol, lévonorgestrel. Et si on regarde au niveau du risque relatif intrapolé, on voit que pour les œstrogènes naturels, on tourne aux alentours des 1,5 par rapport
à l'éthénylestradiol levonorgestrel, qui lui a un risque relatif de 2,2 et de 2,4 en fonction du dosage. Donc ici, on est vraiment vers un changement de paradigme où eh bien, la semaine prochaine, en fait, au Congrès international de gynéco et d'obstétrique, eh bien, l'ESCONEC, qui est un comité d'experts, eh bien, va publier son white paper qui va discuter en fait, du choix des œstrogènes au cœur de la contraception combinée, dont l'objectif est vraiment de poser un consensus clair pour guider la prescription. Alors maintenant, si on revient encore à nos recommandations, on voit eh bien, que comme contre-indication, on a une thrombophilie biologique connue et on a les antécédents familiaux au premier degré de maladie thromboembolique veineuse avant 50 ans. Alors, ce qui me pose problème, c'est que les thrombophilies biologiques connues, malheureusement, elles sont non testées et pourtant, elles représentent 60,7% des cas de thromboembolie veineuse sous œstroprogestatif. Par contre, les antécédents familiaux, eux, ils ne représentent que 15% des cas de thromboembolie veineuse sous œstroprogestatif. Donc, sur base de ça, on aurait tendance à dire que les guidelines, à l'heure actuelle, elles ne sont pas suffisantes et efficaces. Alors maintenant, on va plutôt discuter eh bien, d'une stratégie de screening. Pour qui, quand, comment? Eh bien, à l'heure actuelle, les autorités, elles ne sont pas en faveur d'un screening universel avant la prescription d'un contraceptif oral combiné. Différentes causes. Le rapport coût-efficacité qui est défavorable, une faible prévalence des cas de thrombophilie et des conséquences potentielles involontaires. Et donc, je vous propose de passer en revue ces trois causes. Tout d'abord, on va parler de l'évaluation du rapport coût-efficacité et on va simplement ici faire une petite simulation si on mettait en place un screening à l'échelle de l'Union européenne. Alors, dans l'Union européenne, on sait que chaque année, on va avoir 5 millions de nouvelles utilisatrices. Et si on estime eh bien, que l'on va avoir une incidence de thromboembolie veineuse de 10 cas par 10 000, on va se retrouver avec 5 000 cas de thrombose. Donc chaque année, si on maintient les guidelines telles qu'elles le sont aujourd'hui, eh bien, on va avoir 5 000 nouveaux cas de thromboembolie veineuse. Maintenant, si on décide de mettre en place une stratégie de screening, imaginons un test à 50 €, tel que ça pourrait être le cas avec le NAPCSR. Ça veut dire que si on veut screener ces 5 millions de femmes, on doit investir 250 millions d'euros. Et ça permettrait d'identifier 57% des thrombophilies, avec une sensibilité de 95%. Ça veut dire que si on investit ces 250 millions d'euros, on estime qu'on pourra éviter 2850 cas de thrombose. Et donc ça nous permet eh bien, d'estimer qu'une thrombose, elle coûte 87 000 €. Et ça permet de dire quoi? Ça me permet de dire que si une thromboembolie veineuse coûte, je dis bien dans son ensemble, plus de 87 000 €, en screenant, on deviendrait coût efficace. Et on sait que le coût global d'une thromboembolie veineuse, si on incorpore évidemment la perte de productivité, qui ici n'a été calculée que sur une période de 3 ans, on est déjà à 112 456 €. Alors maintenant, peut-on vraiment parler de faible prévalence quand on sait qu'un facteur 5 de Leiden est présent dans 5 à 7% de la population caucasienne et que la mutation G20-210 a de la prothrombine chez 2 à 3% de la population? Donc on est à peu près, dans la population générale, à 8 à 9% de la population qui présente une mutation. Donc ça veut dire qu'à peu près une personne sur 12 a une mutation comme un facteur 5 ou une G20. Pour moi, ça n'est pas du tout anodin. Et en plus, le problème, c'est que si on a une thrombophilie et qu'on y ajoute un œstroprogestatif, on a un effet synergique et amplificateur et non additif. Ça veut dire qu'on a réellement une augmentation significative du risque où l'on passe ici d'un odds ratio à 19,3 et à 24,0 en fonction de la mutation. Donc si on repasse en incidence, on passerait d'une incidence de 5 à 12 cas pour 10 000 femmes années à une incidence de 100 cas pour 10 000 femmes années. Pour moi, ça n'est pas négligeable. Alors maintenant,
de quelles conséquences involontaires parle-t-on? La situation actuelle, c'est quoi? C'est que l'on prend en effet en compte les antécédents familiaux. Mais parmi les patientes qui disent avoir des antécédents familiaux de thromboembolie veineuse, eh bien, seuls 6% ont effectivement une thrombophilie. Ça veut dire que les œstroprogestatifs, ils sont contre-indiqués chez ces jeunes filles qui n'ont en réalité aucune thrombophilie sous-jacente. Donc, ce climat d'anxiété, il est déjà présent. Et si on allait vers un screening des thrombophilies? Alors, je sais, 98% des femmes qui ont une thrombophilie ne vont pas thromboser sous œstroprogestatif. Mais par contre, ça permettrait de diminuer l'incidence globale de thromboembolie veineuse par la mise en place de mesures préventives dans diverses situations telles que la grossesse et le postpartum, en cas de vol long courrier ou encore en cas d'immobilisation à long terme. Donc certes, l'anxiété, elle sera toujours présente, mais dans ce cas-ci, elle serait justifiée, mais maîtrisée. Alors finalement, quelles alternatives pour demain? Eh bien, je suis d'accord, on ne va pas passer sur un dépistage génétique qui est plus coûteux. Mais on pourrait envisager un dépistage phénotypique plus accessible pour permettre une contraception hormonale guidée par le profil de la coagulation. Donc ici, le message, c'est vraiment essayer d'adapter la contraception pour mieux prévenir les thromboembolies veineuses, mais à un coût raisonnable. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Thank